Marine Tondelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la patronne, non, j'aime pas ce mot d'ailleurs, secrétaire générale des écologistes. Les écologistes, n'est plus Europe Écologie Les Verts, maintenant. Les écologistes. Alors, regardons l'actualité internationale, Marine Tondelier. À Gaza, l'armée israélienne a investi le principal hôpital, l'hôpital Al-Shira, opération en cours. Est-ce qu'Israël, selon vous, viole les conventions de Genève de 1949 ? On voit bien que même les guerres ont des règles et que dans ce conflit en particulier, depuis l'offensive terrestre, sur le droit international, sur le droit humanitaire, sur les droits humains, il y a de multiples violations, que c'est un sujet et que nous aimerions, nous écologistes, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, que la France renoue avec la voie singulière qu'elle a eue pendant des années sur le plan international dans ce genre de situation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est regrettable parce que je pense que la France s'affaiblit sur le plan diplomatique et qu'y compris une partie des diplomates et quasiment l'intégralité des diplomates qui travaillent dans cette zone le regrettent et ont fait valoir au président de la République que ça aurait des conséquences à court, moyen et long terme dans cette zone. Mais est-ce que la riposte d'Israël est légitime selon vous ? Quand un pays est attaqué, qu'il se défende, ça paraît normal. Mais la proportion que prend cette défense, cette représaille, est préjudiciable. On le voit bien, elle a fait déjà plus de 10 000 morts palestiniens, dont 5 000 enfants. Chiffre du Hamas, chiffre du Hamas. Hein. Je précise toujours, chiffre d'Israël ou chiffre du Hamas, toujours, hein, pour rester... Ok, mais je pense que chacun a bien compris qu'il y avait quand même eu des morts et des bombardements d'une ampleur inédite, que c'est une zone, la bande de Gaza, qui était en état de blocus depuis 16 ans, qui est maintenant en état de siège. Je rappelle que 40% de la population à Gaza a moins de 14 ans. Hein. C'est un endroit très particulier du monde. Et qu'on se rappelle bien en 2001, quand Dominique de Villepin avait été sur la scène internationale prévenir les États-Unis que personne ne remettait en question le drame qu'ils avaient vécu avec les attentats du 11 septembre, mais qu'aller trop loin dans la représaille serait préjudiciable. On voit bien aujourd'hui, on mesure chaque mois depuis qu'il avait raison. Et donc je pense que la communauté internationale doit s'élever pour faire respecter à Israël le droit international. En fait, on parle beaucoup de Dominique de Villepin. Je fais juste une parenthèse, c'est Jacques Chirac qui était à l'origine de tout cela. Évidemment, le visage, c'est Dominique de Villepin, évidemment. Vous demandez des sanctions à l'encontre d'Israël ? Je pense que là, on est dans le moment de l'urgence. Et donc, ce que l'on veut... Vous demandez un cessez-le-feu ? C'est un cessez-le-feu, un cessez-le-siège. Oui. De pouvoir... au moins dans un premier temps aussi laisser l'aide humanitaire s'acheminer, ce qui est quand même très compliqué. Des couloirs humanitaires. Exactement. Une résolution a été votée d'ailleurs à l'ONU. Exactement. De plus en plus de diplomates disent aussi que sans un cessez-le-feu, la libération des otages n'arrivera pas. Et ça, il faut en avoir conscience également. Et puis, on est tous, je pense, très inquiets du risque d'embrasement. Moi, quand j'entends le ministre de la Défense israélien, après avoir dit que les gens de Gaza étaient des animaux et qu'il fallait les traiter comme des animaux, après avoir menacé de lancer une bombe nucléaire sur Gaza, maintenant expliquer aux voisins il est encore là. Mais et maintenant, il explique à ses voisins libanais que Beyrouth va devenir le nouveau Gaza. Donc, on voit bien que c'est plus juste le conflit israélo-palestinien. Ça fait quand même des années que c'est pas juste le cas d'ailleurs. On voit les risques d'embrasement aussi à l'international. C'est un conflit qui risque de s'exporter aussi. Et en tout cas, on voit bien qu'il n'y aura pas de paix sans respect du droit international. Je parle aussi des colonies israéliennes. Et on sait que avant le 7 octobre, il y avait ce sujet dont on parlait très peu sur le plan international. Et je me rappelle parce que la réunion des chefs de parti, le 30 août dernier à Saint-Denis, j'avais mis sur la table ce sujet en disant Emmanuel Macron, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans les colonies est bien pire que ce qui ne s'est passé depuis des années. Sauf que depuis des années, on en parlait beaucoup. Et là, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus. Ni vous, ni le débat public, ni les médias. C'était un peu... passé sous silence, ça s'est rappelé violemment à nous, mais on voit bien que sans respect du droit international, sans démantèlement des colonies illégales, sans arrêt de la politique de colonisation, on n'y arrivera pas. Marine Tondelier, est-ce que la France et l'Europe doivent accueillir des réfugiés de Gaza ? Je vous dis ça parce que c'est suggéré par de hauts responsables israéliens et notamment par de hauts responsables de l'extrême droite israélienne. Donc on voit bien le piège de la question qui est posée et qui fait que quand on y répond, on voit bien le piège dans lequel on peut tomber. Mais la question des réfugiés et de l'aide aux personnes qui sont victimes de guerre, elle se pose globalement, quel que soit le territoire. Mais là, en l'occurrence, il y a des réfugiés.
Est-ce que la France et l'Europe doivent les accueillir? Pour l'instant, il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est une zone qui est en état de siège. Et donc, j'ai bien vu que, pour des raisons humanitaires, quelques-uns avaient pu sortir. Je vous dis ça parce que c'est une tribune. Non, je veux pas. Marine Tondelier, je ne piège jamais, je pose des questions à la base de... C'est une tribune parue dans le Wall Street Journal. Mais on voit bien qu'ils essayent de mouiller en disant vous nous demandez des choses, nous aussi on vous demande des choses. On voit bien que de toute manière cette question ne se pose pas aujourd'hui puisque les personnes ne peuvent pas sortir de Gaza à quelques rares exceptions près. Et que c'est pas ça le sujet aujourd'hui, et que au lieu de donner des leçons à la terre entière, le gouvernement israélien et en particulier ses ministres d'extrême droite ferait mieux de s'appliquer à eux-mêmes le droit international. Nous, les écologistes français, n'avons pas de problème avec le droit international et nous le respecterons toujours. Bien, et vous accueillerez tous les réfugiés, quels qu'ils soient. Donc ils viennent. Je ne pense pas que ce soit la France seule de faire ça. Nous avons toujours plaidé pour des coopérations européennes sur le sujet, que ce soit pour la guerre en Ukraine ou les autres conflits. Bien, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et de plusieurs députés LFI ces derniers jours et dernières semaines vous a-t-elle choqué? Franchement, on est là pour parler franchement. Est-ce que ça vous a choqué? Franchement, je pense que vous avez compris que oui. Franchement, je pense l'avoir exprimé plutôt clairement. Et franchement, j'en ai marre de répondre à cette question parce que je trouve que la situation politique actuelle est nuisible en fait au débat public. C'est-à-dire que moi, mon sujet, c'est pas les tweets de Jean-Luc Mélenchon ou les déclarations non pertinentes ou même choquantes de je ne sais pas qui. Évidemment que ça l'est quand on entend, on est choqué, on nous pose la question, on y répond. Mais de semaine en semaine, le débat politique, le débat public n'est plus que ça. Et moi, si je fais de la politique, si les écologistes font de la politique, c'est avant tout pour défendre des causes et des personnes. Et je trouve que quand on a créé la NUPES au début, c'était une grande source d'espoir parce qu'il y a des gens qui se sont dit bah pour moi ça peut changer. On me défend et les idées qui me défendent peuvent arriver au pouvoir. Et ce qui était une source d'espoir est devenu pour moi-même une source de désespoir. Et donc je peux continuer semaine après semaine à critiquer chaque tweet, chaque acte, et il ne se prive pas pour le faire à mon encontre. Mais moi, à un moment, quand on a toujours plaidé les écologistes la désescalade, et je souhaite qu'on l'applique aussi au débat politique, parce que je pense que ça n'aide personne, et qu'à un moment, derrière tout ça, c'est pas un jeu, c'est pas une émission de télé-réalité, la politique. Oui, il y a aussi des personnes qu'on est censé défendre. Ça n'enrichit pas le discours politique. Tout le monde sera d'accord. Non, mais surtout, je me mets à la place des personnes qui attendent la justice environnementale, qui attendent la justice sociale. On parlera du Pas-de-Calais, des inondations très vite. Les gens, ils ont vraiment besoin qu'on arrive au pouvoir et qu'on mette en place ces politiques. Et donc, c'est pas un jeu. Et il va falloir qu'on gagne en 2027. Et pour ça, il va falloir à un moment se concentrer sur les vrais objectifs. Alors, justement, 2027, juste un mot, puis nous passons à autre chose. Tout de même, je ne vais pas poursuivre sur Jean-Luc Mélenchon, je vais poursuivre sur la NUPES. La NUPES est-elle enterrée? C'est ce que dit Fabien Roussel. Elle est définitivement enterré. Si vous me faites pas commenter Jean-Luc Mélenchon pour me faire commenter Fabien Roussel, puis la question d'après sera sur Olivier Faure, j'imagine. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce qu'elle est définitivement enterrée? La NUPES, c'était un accord électoral aux législatives. Et donc, il y a des députés qui sont élus écologistes NUPES, socialistes NUPES, communistes NUPES, insoumis NUPES. Ils sont élus pour un mandat, sauf si dissolution. Et donc, tant qu'ils sont élus, la NUPES existe. Voilà. Après, moi, mon sujet, c'est pas comment ça s'appelle, etc. Mon sujet, c'est comment on gagne en 2027. Pour cela, j'ai été très claire. Les écologistes, alliance à gauche. Non, mais les écologistes, on peut en dire ce qu'on veut. On a une liste, depuis que je suis candidate au secrétariat national, et encore plus depuis que je suis secrétaire national, en décembre dernier, j'ai une ligne constante sur le sujet, et mon mouvement a une ligne constante sur le sujet. Nous voulons gagner en 2027. Donc, nouvelle alliance à gauche pour gagner. Laissez-moi expliquer. Nous ne faisons pas du fait d'avoir un candidat écologiste le préalable pour faire l'union en 2027. Ça ne veut pas dire non plus que le candidat sera absolument pas écologiste. Mais vous voyez, on se dit pas, on va faire l'union, surtout si c'est derrière nous. On est responsable. Et s'il faut l'être pour 2, pour 3, pour 4, pour 8, nous le serons. Mais donc, nous souhaitons que très rapidement, on commence à travailler au projet commun pour 2027, très rapidement, avec ceux qui veulent. Et beaucoup de gens veulent. Puis ceux qui veulent pas, ils veulent pas, et puis peut-être à un moment ils changeront d'avis et les portes leur seront ouvertes. Donc travailler à une nouvelle alliance à gauche. À l'union de la gauche et les écologistes, c'est ce que nous faisons depuis des années et c'est ce que nous continuerons à faire. Encore une fois, pas juste pour nous, pour être contents ou pour que vous soyez contents de ma réponse, mais parce que beaucoup de gens dans ce pays qui souffrent de l'injustice environnementale, qui souffrent de l'injustice sociale, ont besoin qu'on gagne, pas juste pour nous, mais pour les générations futures. Je rappelle qu'on est en 2023, que les enfants qui naissent cette année, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Et donc oui, peut-être qu'il serait bien qu'on
arrête de se préoccuper que des tweets de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Marine Tondelier, vous êtes responsable de vos réponses. Hein. Vous irez demain aux rencontres de Saint-Denis, invité par le président de la République. Pourquoi ? Alors, vous faites bien de mentionner par le président de la République et pas par Emmanuel Macron. Non. Parce que moi, c'est pas Emmanuel Macron que je veux voir, c'est le président de la République, c'est la première ministre, c'est les autres chefs de parti, ceux qui ont accepté de venir. Alors, on parle beaucoup des trois de l'opposition, mais je rappelle que dans ces réunions, il y a Édouard Philippe, il y a le patron Stéphane Séjourné de La République En Marche, qu'il y a François Bayrou, qu'il y a Hervé Marseille, qu'il y a le patron des Radicaux. Enfin, voilà, il y a d'autres que ceux qui sont toujours cités. Le président du Sénat. Le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, qu'on oublie souvent, donc je le cite. Et vous voyez ces réunions... Et environnementales. Et environnementales, évidemment. Oui. Ces réunions, je me suis beaucoup plaint que l'écologie n'était pas à l'ordre du jour. Ma simple présence autour de la table m'assure que le sujet sera sur la table. Car vous le constatez depuis quelques minutes, je suis d'un naturel déterminé. Et donc la fois dernière, pendant 12 heures, le sujet n'était pas à l'ordre du jour, mais dans chacune de mes interventions, qu'elles portent sur le plan international, institutionnel, sociétal, mes interventions étaient écologistes et je pense que le sujet de l'écologie doit être toujours sur la table. Et donc je serais complètement en incohérence si je me plaignais que l'écologie soit pas à l'ordre du jour, tout en boycottant la réunion. Par ailleurs, je vous rappelle qu'on va commencer cette réunion en parlant de Gaza. On a eu un échange en début d'émission sur le sujet. Vu tout ce que les écologistes portent sur le sujet depuis des décennies, je ne me vois pas boycotter une réunion nationale où on pourra aborder en confiance ce sujet et ne pas porter le sujet. Les absents ont tort. Je pense, c'est pas maligne. Après moi, chacun fait ce qu'il veut, chacun a son argumentation. Mais juste un point aussi, c'est que il y a un problème avec ces réunions, c'est qu'elles sont pas transparentes. Et la vie politique parlementaire, par exemple, ce qui est important, c'est que c'est transparent, c'est pas dans des huis clos secrets. Et ma présence garantit aussi de la transparence, parce que quand je sors, je raconte pas des secrets d'État, pas des secrets défense, pas pour mettre en difficulté l'un ou l'autre, mais pour expliquer aux Françaises et aux Français ce qui se passe dans ces réunions. J'avais été choquée la fois dernière d'avoir la pression parfois de participer à un syndicat de copropriétaires où pendant des heures et des heures on parlait, il n'y a pas assez de cumul de mandats et les partis ont pas assez d'argent et les élus sont pas assez payés. Je disais ok, mais moi qui venais des Limbomont ce matin-là, je me disais mais on est à milieu. Et donc je trouve que c'est important de raconter ça, que c'est important d'y être et que c'est important de s'exprimer avant, pendant et après. Aujourd'hui, la Commission européenne proposera de reconduire pour 10 ans l'autorisation d'utiliser du glyphosate. La France devrait s'abstenir. L'interdiction totale est impossible, dit le ministre de l'Agriculture. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Que lui répondez-vous ce matin ? Que Marc Fesneau contredit le candidat Emmanuel Macron de 2017 qui avait promis l'interdiction du glyphosate en 3 ans. Je pense que tous les parents d'enfants victimes de cancer pédiatrique, tous les malades, tous les gens qui ont des proches qui le sont, voient bien qu'on a une impasse de l'agriculture productiviste qui rend malade nos sols, l'air, l'eau, les gens, et en particulier ceux qui habitent autour des exploitations agricoles, mais aussi évidemment ceux qui y travaillent en première ligne. Et donc, c'est un classique sur beaucoup de sujets environnementaux. On parlait avant l'émission du gaz de schiste. Il y a plein de sujets environnementaux où on dit toujours, de toute façon, c'est bien les écolos, mais en fait, on n'a pas le choix. Mais en fait, figurez-vous qu'on a toujours le choix, qu'on s'est passé de glyphosate pendant des années, qu'il est possible de faire sans puisque certains y arrivent. Et donc, voilà. Et surtout, quand on vous dit on n'a pas le choix, on n'arrivera jamais à faire sans, et du coup on baisse pas du tout quasiment. Et donc vous voyez, même si on pouvait pas faire, si certains pensent qu'on peut pas faire zéro, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire moins. C'est ça qu'on propose, et je trouve que sur le glyphosate il y a une grande hypocrisie, et on sait le rôle que joue aussi le lobby des producteurs de produits phytopharmaceutiques, de soins des plantes, en fait des pesticides, il faut dire les mots. Voilà, on n'est pas très dupe de ça. Vous serez dans le Pas-de-Calais ? Cet après-midi même, je pars après votre émission. Vous êtes conseillère régionale des Hauts-de-France, faut le rappeler. Vaste zone de marée dans ce département, inondation maintenant vraiment insupportable pour la population. C'est en lien, selon vous, avec le dérèglement climatique ? Alors l'Audomarois, donc le pays de Saint-Omer, donc c'est le triangle Dunkerque, Calais, Saint-Omer, c'est un pôle d'air, c'est-à-dire que c'est construit, c'est des terrains gagnés sur la mer. Depuis des siècles, il y a un système on appelle ça des vatringues dans le nord, de canaux, de digues, de pompes, qui permet donc déjà quand la marée avance et recule d'éviter la submersion, et quand il y a beaucoup de précipitations de réguler ça. Ce système de vatringues, il a marché pendant des siècles. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus.
Premièrement, parce qu'il est moins bien entretenu. On nous parle de pompes qui vieillissent, qui ne fonctionnent pas, qu'on trouve plus les pièces pour les changer parce qu'elles sont trop vieilles. On nous parle aussi d'une gestion avec les collectivités, l'État, où en fait l'institution qui gère ces vatringues fait des scénarios, mais c'est l'État, les collectivités qui disent quel scénario il faut développer. Et puis surtout, on leur dit bien de travailler sur les situations normales, pas sur les situations exceptionnelles. Et vous voyez, pour les gens qui habitent à Paris, on parle de crue centenale pour la Seine. On sait qu'une fois tous les 100 ans en moyenne, il y en aura une énorme. À Saint-Omer, c'est c'est 3 à 5 fois par siècle. La dernière grosse crue, c'était en 2002. Et les gens s'en rappellent encore. Et donc là, ils sont dans une détresse folle. Et moi, je leur adresse mon total soutien parce que on se représente bien ce que c'est d'avoir sa maison les pieds dans l'eau depuis une semaine, de ne pas savoir comment on va faire. Quand on a une crue au printemps, on sait que tout va sécher l'été. Là, même pour les fondations des maisons, etc. Les agriculteurs à qui on dit vos récoltes sont perdues, depuis une semaine, c'est sous l'eau. Les vers de terre, toute la biodiversité est en train de se noyer dans le sol. Et donc, ça veut dire que pour des années, il y aura des pertes des rendements agricoles. Donc oui, c'est terrible. Est-ce qu'on aurait pu prévoir? Oui, on savait que tous les 3 à 5 fois par siècle ça se produisait. Est-ce qu'on aurait pu éviter complètement? Non. Mais éviter partiellement, oui, parce qu'il fallait améliorer la gestion de ce système de vatringue qui a été laissé à l'abandon, et les agriculteurs eux-mêmes le dénoncent. Et puis surtout, nos territoires, il va falloir qu'ils soient plus résilients. On va vers un effondrement climatique. Les choses s'emballent, on le sait. Et donc je trouve que c'est une faute politique lourde de ne pas préparer nos territoires, en particulier les territoires comme Saint-Omer, qui sont construits en dessous du niveau de la mer, justement, à ça. Arrêtons de bétonner, arrêtons de construire en zone inondable. Le dérèglement climatique. Voilà. Conséquence du dérèglement climatique, on est bien d'accord. Évidemment que ça augmente, il y a toujours eu des crues là-bas, mais ça en augmente la fréquence et la gravité, on le sait. Bien sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, face à ce dérèglement climatique, le nucléaire est l'une des solutions? Franchement. Vous savez que dans la réponse précédente, j'ai hésité à vous parler de Gravelines parce que vous m'auriez dit que j'étais une acharnée du sujet. Mais Gravelines, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, 5 EPR, est construite dans cette zone. Dans cette zone, en dessous du niveau de la mer, sur un pôle-d'air. Mais Gravelines n'est pas en danger aujourd'hui. Gravelines n'est pas en danger aujourd'hui. Ok, mais moi j'habite dans le rayon où c'est compliqué s'il y a un problème à Gravelines. On nous explique on nous explique que le nucléaire est la solution. Mais vous voyez bien que dans un monde... Pas l'une des solutions. Est-ce que le nucléaire est l'une des solutions? Je suis en train de vous répondre. On nous explique que le nucléaire, si on veut éviter le changement climatique, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je vous dis que dans un monde qui change déjà à grande vitesse, dont personne ne peut prévoir. Macron, il avait dit le 31 décembre 2022, qui aurait pu prévoir pour l'été même. Moi, je vous parle d'EPR qu'on veut construire aujourd'hui, donc qui rentreront en service en 2045-2050, pour 60 ans. Et vous savez, vous, en 2100, 2110, 2120, où sera le niveau de la mer dans cette zone qui est déjà submersible? Vous savez quelle catastrophe climatique on risque de vivre et comment les centrales nucléaires qu'on conçoit aujourd'hui seront résilientes ou pas? Personne ne peut le savoir. Et donc, je considère que comme les méga-bassines, le nucléaire, c'est ce qu'on appelle un objet transitionnel, c'est-à-dire un doudou pour les enfants, où on dit aux gens, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Continuez comme ça, pas besoin de la sobriété, on a une solution. Et donc, je dis pas qu'on ferme toutes les centrales nucléaires demain, c'est pas possible. Et même si les écologistes avaient gagné la présidentielle en 2022, c'est pas ce qu'on aurait fait. Par contre, on aurait accentué le renouvelable, et au fur et à mesure que cette énergie renouvelable était disponible, fermer les réacteurs les plus vieux, les plus dangereux, les plus exposés. Emmanuel Macron est aujourd'hui en Suisse pour discuter du débit du Rhône. Le débit du Rhône, d'ici 2050, il risque de baisser de 40%. La centrale nucléaire du coin, déjà, est en difficulté l'été pour fonctionner. Il n'y a pas assez d'eau, elle est trop chaude, et donc ils n'arrivent pas à la rejeter à la fin du cycle à la bonne température dans l'eau, ça met en danger les écosystèmes. On ne saura pas le faire. On ne saura pas le faire. Et donc je me pose la question de la résilience de l'énergie nucléaire face au changement climatique. Je ne suis pas la seule à me la poser. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et l'IRSN, l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire, ils travaillent beaucoup. Et on suspecte d'ailleurs que c'est parce que les rapports sont de plus en plus alarmants côté IRSN sur le sujet. C'est leur métier. Ce ne sont pas des antinucléaires, ce sont des spécialistes de la sûreté nucléaire. C'est la raison pour laquelle l'État veut fusionner de manière accélérée ces deux instances, alors qu'avoir deux instances indépendantes l'une de l'autre est la clé de notre sûreté nucléaire française. Et donc vous voyez, il y a des sujets comme ça où antinucléaire et pro-nucléaire se rejoignent. On peut pas jouer avec la sécurité des Françaises et des Français. Et là, sur le nucléaire, avec le changement climatique, on a un vrai sujet. C'est donc une solution pour sortir du carbone. Solution passagère. Non mais la solution pour sortir du carbone, c'est de moins en émettre. C'est de moins en émettre. C'est de manger moins de viande. C'est de manger moins de viande. Justement, les Twingo. De prendre moins l'avion. Les Twingo à moins de 20 000 € qui vont être fabriqués. Mais pas avec une entrecôte à l'intérieur. Fabriqués où? En Slovénie, vous le regrettez? Quitte. Alors, premièrement,
je ne suis pas toujours contre tout, vous voyez. Oui. Une voiture électrique, c'est mieux qu'une voiture thermique. Oui. Une voiture électrique fabriquée en France, c'est mieux qu'une voiture thermique fabriquée loin, voire très très loin. La Slovénie, par rapport à la Chine, est déjà en moindre mal en termes de kilomètres faits, etc. Mais vous voyez bien que le problème de la voiture n'est pas juste sa motorisation. On a un gros problème sur le poids des voitures, et je voudrais pas qu'on occulte ce sujet. Les voitures sont de plus en plus lourdes. Aujourd'hui, 40% des véhicules vendus sont des SUV. Ce sera les 2/3 en 2030 si on continue sur ce rythme-là. Et une voiture très grosse, un SUV, c'est trois, enfin, 2 SUV, c'est la taille de 3 SUV, kilos. D'ailleurs. Un SUV, c'est ces voitures plus lourdes qui ont été conçues aussi pour redynamiser un peu le marché de l'automobile. C'est 2 fois plus vous savez, si vous êtes percuté par un SUV, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir des conséquences graves. Alors, vous avez 20% de plus de chances pour le conducteur du SUV d'avoir un accident, parce qu'on se sent en sécurité, on est plus haut, etc. Mais pour la personne qui est percutée, c'est 2 fois plus de chances d'y rester. Véhicule utilitaire sport. C'est ça. Je pensais que vous alliez dire en anglais, j'attendais votre accent. Je voulais que vous commenciez. Non, et le vôtre. Mais donc, on a un vrai problème. Et moi, j'ai un problème aussi avec le fait que on glorifie ce type de véhicule dans la pub. Quand vous comptez la pub dans les journaux français, c'est l'équivalent chaque jour de 18 pages d'édition nationale. Faut-il les interdire dans tous les centres-villes? Moi, Là, vous allez loin. Premièrement, je vais pas loin. Non, mais premièrement, arrêtons la pub. Je vais pas loin parce que la réflexion est en cours. Vous êtes un peu un écologiste radical, Monsieur Bourdin. Non, la réflexion est en cours. La réflexion est en cours. J'essaie de nuancer votre radicalité. Première chose, arrêtons la pub. Première chose, arrêtons la publicité. Les choses qui sont dangereuses pour la santé, il y a des lois sur l'alcool, sur le tabac, on fait pas de pub. Et sur les SUV, on en fait à heure de grande audience et on voit ces véhicules s'épanouir dans la nature. Le conducteur a l'air vraiment aligné avec sa vie grâce à sa voiture. C'est faux. Ce sont des voitures qui endettent leurs propriétaires, qui frustrent ceux qui n'arrivent pas à se les payer, qui augmentent le risque d'accident, qui ont un impact déplorables sur le CO2, qui prennent de la place en ville, qui causent de la pollution de l'air plus parce qu'elles sont plus lourdes et donc il y a une abrasion des pneus sur la route. Je vous fais pas toute la liste, elle est énorme. Donc pas de pub. Ensuite, évidemment qu'il faut parce que si déjà on arrête de donner envie aux gens d'en acheter, peut-être que ça va mieux. Ensuite, oui, il faut réguler leur présence en centre-ville parce que c'est plus accidentogène, parce que ça prend plus de place. Et donc je pense que ce que met en place en ce moment, par exemple, la ville de Lyon, une tarification différenciée sur le stationnement, c'est normal. C'est ce que veut faire Paris aussi. En prenant en compte 2 critères, parce que je vous vois venir avec l'écologie punitive, je peux faire vos questions d'avance. À Lyon, ils le font de manière intelligente. L'écologie faite par des écologistes prend en compte la justice environnementale et la justice sociale. Et donc, quand les écologistes qui tiennent la mairie à Lyon font ce stationnement différencié, ils prennent en compte 2 critères. Les familles de plus de 3 enfants, parce qu'évidemment, quand on a plus de 3 enfants, on doit avoir une plus grosse voiture que les autres, et la situation sociale des personnes. Et donc, on nuance le prix du parking en fonction de ces 2 critères et du poids de la voiture, parce que plein de gens en France, et c'est mon cas, parce que j'habite à Hélène-Beaumont, aient besoin d'une voiture pour aller travailler, pour se déplacer, pour faire leurs courses. C'est vrai. Mais personne n'a besoin d'un SUV. Par contre, les vendeurs vous les vendent très cher. Je dis pour vos auditeurs qui sont embrouillés par les concessionnaires automobiles. Ils les vendent très cher en disant c'est pour la sécurité, les routes sont de moins en moins sûres en France, on a besoin d'un SUV. C'est faux. C'est un argument pour vous faire dépenser de l'argent dont vous auriez peut-être besoin ailleurs. Sur des routes et des autoroutes qu'on emprunterait à 110 km/h. On est bien d'accord. Exactement, et je pense que vous êtes tout le monde peut surmonter de rouler à 110 km/h au lieu de 130. Vous êtes toujours pour la limite à 110 km/h sur les autoroutes. Je suis pour que la planète soit encore habitable dans 30 ans, monsieur Bourdin. Alors j'ai une dernière question, puisque vous parlez de planète habitable. La consommation, notre consommation, le Black Friday, c'est pour dans 10 jours. Vous appelez au boycott? Il faut absolument. Ça a déjà commencé. Si vous suivez vos mails. Ah oui, ah bon, ça déjà, oui, peut-être, je sais pas. Ça m'intéresse pas beaucoup le Black Friday, mais allez-y. Je regardais en moyenne, un Français achète 50 vêtements neufs par an. On a un vrai problème de surconsommation et aussi de qualité de ce qu'on consomme. Il y a 2 choses. Il y a avoir envie de consommer parce que la publicité, les soldes, les Black Friday à répétition nous y incitent. Mais il y a aussi le fait que les vêtements qu'on achète aujourd'hui, les voitures qu'on achète aujourd'hui, l'électroménager qu'on achète aujourd'hui est de moins bonne qualité. Et sont fabriqués de moins bonne qualité. Loin. Et sont fabriqués loin, mais aussi il y a un sujet d'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'il fut un temps où votre machine à laver, votre lave-linge, votre voiture tombait en panne, vous pouviez la faire réparer, voire la réparer vous-même. On parlait des véhicules. Avec l'électronisation des véhicules, non seulement il devient impossible pour un particulier d'aller réparer la petite panne soi-même comme on le faisait avant, mais même maintenant des garagistes sont dans l'impasse en disant mais moi je sais pas le métier que j'ai appris. Et donc on est amené de plus en plus souvent avec son électroménager, par exemple, à le changer.
non pas parce que il n'est pas réparable, mais parce que c'est trop cher, que c'est pas facilité. Tout nous pousse à la consommation, comme si tout se passerait bien tout le temps et qu'on pouvait continuer comme ça. Et par ailleurs, c'est mauvais pour l'environnement, évidemment, mais c'est mauvais pour le pouvoir d'achat des gens. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, c'est la première priorité des Français. Sachez que l'écologie, c'est bon pour votre pouvoir d'achat. Bien, merci Marine Tondelier. 8h59, merci d'être venue nous voir ce matin. Vous réagissez évidemment. 0826 300 300, à tout de suite.